OK. Donc, mon nom est Marie-France Benoît. Je suis une militante de la Marche mondiale des femmes et particulièrement de la coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes, et ça depuis très longtemps. Alors, je suis contente de vous accueillir pour cette rencontre. Je vais d'abord commencer par donner quelques petites consignes. Premièrement, ça sera important de parler lentement puisque nous avons de la traduction pour permettre à notre ami du Pays Basque de pouvoir suivre notre rencontre. Deuxièmement, on vous demanderait de vous placer avec la ligne en bas du Zoom à mute tout le temps de la rencontre jusqu'à ce qu'on vous donne la parole si vous le demandez. Si vous voulez justement intervenir, de lever la petite main habituellement que l'on trouve en bas. L'autre élément, vous indiquez que la rencontre sera enregistrée, donc il sera possible de pouvoir la réécouter, la partager plus tard. Et pour avoir accès à la traduction, vous avez un petit globe terrestre en bas. Il suffit de cliquer sur le fait que vous voulez la traduction français ou espagnol. J'espère que les consignes sont claires pour tout le monde. Alors, sans plus tarder, je vais introduire rapidement la rencontre. Donc, rapidement, c'est quoi la CQMMF, la coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes? Alors, c'est un regroupement féministe national qui regroupe 50 groupes nationaux et régionaux et qui lutte principalement contre la pauvreté et les violences faites aux femmes et toutes les formes d'oppression. Nous sommes en fait, nous luttons pour l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les femmes et entre les peuples, en lien évidemment avec les groupes féministes tant des Amériques que de l'international via la Marche mondiale des femmes. Alors, le thème général, je dirais, le grand chapeau qui supporte les 5 webinaires que nous voulons vous présenter à partir d'aujourd'hui et couvrant l'année 2024 sous le thème Tour du monde des résistances féministes. Alors, très, très brièvement, je vous indique les prochaines rencontres. Question de noter tout cela à vos agendas. Donc, le 21 février, le thème sera la souveraineté alimentaire avec des militants de l'Afrique. Le 18 avril, sur le thème justice environnementale avec des militantes de l'Asie et de l'Océanie. Le 18 septembre, le thème de l'énergie extractiviste, pardon, je vais l'avoir, avec des militantes des Amériques. Et le 28 novembre, avec le thème sur la criminalisation des mouvements sociaux avec des militants du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Alors, on a trouvé qu'il était important de couvrir les grandes régions, entre autres de la Marche mondiale des femmes, en s'inspirant des actions et des luttes et des résistances qui sont portées par les femmes partout à travers le monde et par les groupes féministes. Et Marie-Hélène vient de placer sur le chat le calendrier, effectivement, des événements que je viens de vous préciser. Alors, si je reviens au thème d'aujourd'hui, alors le thème d'aujourd'hui, c'est la question des services publics en lien aussi avec la grande alternative de l'économie féministe. Alors, peut-être d'entrée de jeu, particulièrement pour nos 2 conférencières, vous dire que c'est une date particulière aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, au Québec, il y a une grève très importante des travailleuses et des travailleurs du réseau de la santé, des services sociaux et de l'éducation. Et cette grève risque de durer plusieurs jours, sinon de devenir une grève générale, du moins pour beaucoup de syndicats. Donc, c'est un événement important. Et par hasard, nous avions trouvé la date du 21 novembre sur le thème des services publics. Alors, la conjoncture est tout à fait en lien avec nos préoccupations. Alors, donc, on veut parler dans un premier temps de la question des services publics. Alors, nos conférencières auront chacune 10 minutes pour parler des luttes, des résistances, de la situation des services publics, tant au Pays Basque qu'en France. Et chacune, donc, 10 minutes. Par la suite, on va revenir particulièrement sous l'angle des alternatives, c'est-à-dire entre autres de l'économie féministe. Alors, l'économie féministe, rapidement, c'est l'alternative politique de la Marche mondiale des femmes
pour répondre au système capitaliste et d'oppression dans lesquels nos sociétés, dans laquelle nous vivons. En fait, nous voulons ce qu'on veut finalement, c'est que concrètement, par l'action, développer des réponses constructives pour soutenir les résistances développées par les femmes, en plaçant la nature et la vie au cœur des décisions et des actions, et ça tout en travaillant à faire reconnaître la place, le rôle incroyable et indispensable, je dirais, du travail des femmes au quotidien. Et dans ce sens-là, plusieurs femmes à travers le monde développent des alternatives intéressantes qui sont une réponse concrète au monde que nous voulons construire. Donc, dans cette deuxième partie, il y aura 10 minutes pour traiter de ces alternatives développées par le mouvement des femmes, les groupes de femmes en France qu'au Pays Basque. Alors voilà. Alors maintenant, je suis rendue, avant de céder la parole à nos deux panélistes, à simplement les présenter très, très brièvement. Alors, on va commencer avec Christine Meade, qui est une militante française de Marseille, qui est une militante de longue date qui lutte au niveau des luttes sociales antiracistes et féministes. Elle est engagée à la Marche mondiale des femmes depuis 2010 et de même qu'auprès de l'association altermondialiste Attaque France, et ce depuis 2015. Notre deuxième panéliste, qui vient du Pays Basque, Izaskun Ouachensina Martinez. Vous allez pouvoir répéter votre nom de façon plus intéressante. Je m'excuse, mon accent vilain. Alors, elle est originaire du Pays Basque. C'est une militante féministe de longue date. Elle est aussi une experte au niveau de la lutte pour l'égalité, pour la technicienne de l'égalité dans l'administration et aussi une syndicaliste de longue date. Alors, je vais commencer par donner la parole à Christine Meade, qui va nous présenter, donc, dans un premier temps, la situation des services publics, santé et services sociaux. 10 minutes. Par la suite, nous allons entendre notre amie Izaskun 10 minutes sur le même thème. Vous, Christine, et je commence à regarder l'heure. Voilà. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Donc, en France, nous disposions, à l'imparfait, de services publics assez conséquents, souvent mis sur pied dans l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, évidemment, des services publics régaliens comme la police, la justice, l'armée, et puis d'autres, comme tu disais, très importants en montant accordé, puis en impact pour les femmes, l'éducation, la santé. Mais bon, il y a aussi les services publics locaux, l'eau, les ordures ménagères, enfin, c'est très vaste. Des services publics aussi qui permettent, qui devraient permettre à l'État d'avoir une politique écologique ou une politique en faveur de l'égalité femmes-hommes pour ceux qui nous intéressent. Mais il se départit aussi de ces services publics-là, l'équipement, les établissements financiers, et puis l'énergie, les transports. Dans tous ces domaines, il y avait des services publics. Ces services publics, ils ont été très largement démantelés depuis les années 90 et le démantèlement se poursuit, à l'exception des services régaliens. Au nom du dogme du marché, au nom de la fameuse concurrence libre et non faussée de l'Union européenne, de la mondialisation libérale, et aussi sur la pression de différents accords internationaux sur les commerces et services, les gouvernements successifs ont réduit les activités qui sont couvertes par le secteur public au profit du secteur privé en France. Donc, ils ont commencé par les services les plus éloignés du régalien, par exemple les télécoms. Et puis, ces dernières années, la destruction s'est beaucoup accélérée. Alors, on m'a demandé comment. Par tout moyen, en fait, ils les ont détruits. Donc, il y a la vente par morceaux ou bien en entier d'entreprises publiques au privé.
Il y a la division artificielle d'une entité cohérente en plusieurs secteurs, dont certains, les plus rentables, vont ensuite être privatisés, l'État ne gardant que ce qui n'est pas rentable. Il y a bien sûr aussi l'ouverture à la concurrence avec l'imposition de règles totalement injustes à l'égard des opérateurs publics. En France, par exemple, pour EDF, c'est l'électricité. EDF avait l'obligation de vendre une certaine quantité d'électricité à un prix très bas à ses concurrents pour que eux la revendent au prix du marché qui était beaucoup plus élevé. Et un peu avant, c'était pareil, hein, France Télécom, c'était donc les liaisons téléphoniques, le téléphone, avait dû louer ses lignes à ses concurrents à des prix très bas, alors que ceux-ci les facturaient ensuite, et ils ne faisaient que les factures, les suivants, hein. Euh, Comme autre moyen, il y a aussi la réduction des effectifs des fonctionnaires, hein, jusqu'à ce que ça fonctionne mal, et puis après, on l'accuse de tous les maux, et puis on ferme. Il y a aussi l'externalisation d'une partie des activités, c'est-à-dire qu'on va séparer puis privatiser des activités comme le ménage dans les locaux, le gardiennage, la cuisine dans les hôpitaux ou les écoles, et même la réception des appels téléphoniques, le secrétariat dans d'autres entreprises, et on va les confier au privé en disant c'est pas le cœur de métier, donc on peut le privatiser. Et puis, en ce qui concerne les services publics locaux, y compris pour ceux de la petite enfance, hein, beaucoup peuvent être délégués au privé sous diverses formes. C'est souvent le cas pour l'eau, les ordures ménagères aussi, et même dans certains domaines, les compétences disparaissent petit à petit du public, et un retour dans une régie publique n'est pas toujours facile. Dans les services publics restants, ça se passe pas très bien non plus. On introduit des règles de gestion qui sont importées du privé et qui n'ont en fait aucun sens. On va fixer à des personnels enseignants des objectifs à remplir, mais quels objectifs commerciaux? Ça n'a pas de sens. Alors on va faire quoi? On va juger les enseignants sur les résultats de leurs élèves, par exemple, ce qui est évidemment pénalisant selon les quartiers où l'on enseigne. Et puis, c'est très souvent aussi des objectifs à courte vue et pas un objectif de service public à remplir. On va parler de rentabilité, mais comment un hôpital pourrait être rentable, on se demande bien. Eh ben, ils ont inventé la tarification à l'acte. Donc, on décompose tout ce que va subir un patient pendant son séjour à l'hôpital, et on va facturer chaque petit morceau, quoi, comme si on soignait pas les gens dans leur ensemble. Donc, au début, quand ça a été imposé, on s'est demandé comment on avait pu inventer une connerie pareille. Et puis ensuite, malheureusement, on dirait que on s'habitue à cette à, à ce qui est vraiment une manière de démanteler aussi. Et puis il y a une forte réduction du service. Donc moi j'habite dans une grande ville, mais à Marseille, mais dans les campagnes, avec la fermeture des petites structures de proximité, on peut être facilement à plus d'une heure d'une clinique ou d'un hôpital ou d'une maternité évidemment. Et l'offre de soins, en fait, pour tous les soins médicaux, c'est un problème permanent. En France, il y a 75 000 lits d'hospitalisation complète qui ont été supprimés entre 2003 et 2019, soit une baisse de 16%, alors que sur la même période, la population française, elle, a augmenté d'environ 8%. Donc, bon, cherchez l'erreur. Dans les moyens de destruction, on peut encore citer la dématérialisation. Tout est censé être numérisé. Du coup, on a recours à des sociétés privées pour acquérir des matériels, pour les entretenir, pour installer des sites, des puissants serveurs, pour gérer les données, pour gérer la confidentialité des données. Tout ça, c'est des cadeaux privés. Et on supprime des postes de fonctionnaires.
Et du côté des usagers et des usagères, pour les précaires, pour les étrangers, les étrangères, pour les personnes âgées, dont il y a beaucoup de femmes âgées, ça complique énormément l'accès parce que c'est un système, le système numérique, qui est très éloigné d'eux et d'elles. Il y a également imposé le paiement partiel des services, hein, comme à l'hôpital, le forfait hospitalier. On s'y est habitué aussi. Au début, il était petit, puis il a augmenté beaucoup plus vite que le coût de la vie. Cette marchandisation des services publics s'est traduite par une réduction des services rendus et donc une régression en fait des solidarités qui sont induites par un service public. Ça a représenté aussi un recours accru à la sous-traitance et on sait que ça amène à des petits salaires et à des problèmes. Et puis un profond mal-être, hein, pour les fonctionnaires qui restent. Alors, pourquoi on parle particulièrement des services publics? Pourquoi ça touche particulièrement les femmes? Ben d'abord, elles sont en France très majoritaires dans la fonction publique et la féminisation s'accentue. Actuellement, c'est 2 emplois sur 3 qui sont occupés par des femmes en 2022. Hein. Dans la fonction publique hospitalière, à l'hôpital, donc c'est même 76% actuellement, donc les 3/4. Là, la différence entre hommes et femmes a plutôt tendance à se réduire légèrement, enfin légèrement. Les femmes sont également les principales utilisatrices des services publics. Pourquoi? Ben, pour les services de santé, l'accouchement, l'avortement, aussi parce qu'elles sont majoritairement en charge de la santé des enfants. Elles sont aussi les principales utilisatrices des services du logement parce que, par exemple, les familles monoparentales sont prioritaires dans l'accès au HLM, public ou privé d'ailleurs. HLM, ça veut dire habitation à loyer modéré. Mais aussi dans les transports, parce qu'elles utilisent plus les transports en commun que les hommes pour leurs déplacements. C'est ce que dit une enquête SDES-INSEE de 2019 sur la mobilité des personnes. C'est aussi un fait. Et puis, elles vivent plus longtemps et elles ont plus besoin des services aux personnes âgées que les hommes. Et enfin, les femmes ont intérêt, comme on le sait, à ce que les services publics, petite enfance, éducation, santé, aide à la personne soient développés, parce que sinon, c'est principalement sur elles que retombent les tâches de care de façon non rémunérée. C'est le fameux travail reproductif. Elles sont encore une variable d'ajustement sur ce terrain. Et bien sûr, si ce travail qui est absolument nécessaire, hein, augmente, eh ben, elles perdent en salaire propre, en autonomie, en moyens de vie, tout simplement. Ah, ça fait 10 minutes. Hein. Parfait, merci, c'est ce que j'étais ravie de voir que vraiment que vous respectez bien le rythme. Alors, à vous entendre, avant de céder la parole à notre collègue du Pays Basque, j'avais l'impression d'entendre et de voir des choses comme exactement au Québec, ce que vous décrivez là. On a l'impression qu'on vit dans la même région, même si la température n'est pas la même. Alors maintenant, je donnerai la parole ici à notre ami Isaskun du Pays Basque. Voilà, la parole est à vous. 10 minutes, s'il vous plaît. Hola. Bueno, Bonjour. Donc, quand on veut valorer comment est-ce qu'on manifeste les services publics, comment nous nous voyons affecter les femmes. Donc, moi, je travaille dans un syndicat, donc je vais parler de la dégradation des services publics, surtout parce que les conditions de travail, les personnes qui travaillent dans les services publics, les conditions sont chaque fois pires. On engage moins de personnes, ce qui mène à ce que les services ne soient pas de la qualité qu'ils devraient être. Et ensuite, je vais parler du système socio-sanitaire où est-ce que réellement c'est celui qui répond aux besoins de service à la société qui est privatisé, même si c'est un service public. Donc, c'est-à-dire c'est un service public
qui est à la disposition des personnes, mais les personnes qui donnent le service sont sous-traitées. Donc, elles sont sous-traitées avec des fonds publics. Alors, bon, ça, je vais en parler plus tard. Donc, c'est un système public qui, à part des administrations, a deux grands blocs. On parle donc de la santé et l'éducation et c'est ce qu'on veut parler aujourd'hui. Alors, ce sont les services qui, à la fin, offrent les services aux citoyens pour avoir une bonne santé et une bonne éducation. Donc, les caractéristiques de ces services, qui sont des services gratuits et publics, pendant les dernières années, les personnes qui travaillent dans ces services vivent dans une grande instabilité. Donc, ce ne sont pas des personnes avec des postes permanents. Donc, le mouvement, le roulement est très important. On ne peut pas toujours donner les services parce qu'on ne remplace pas les personnes en congé, en long congé, etc. Donc, nous avons des services de santé qui peuvent peut-être répondre, disons, ça répond aux besoins de la société, mais au cours des 20 dernières années, ce service n'est pas en train de se renouveler. On n'engage pas de nouvelles personnes. Donc, depuis les administrations, ce qu'elles font, c'est sous-traiter. Et bon, cela veut dire elles sous-traitent de grandes entreprises. Et ce que nous avons, c'est que, bon, pendant la pandémie, on a vu très clairement, c'est que le service public avait beaucoup de lacunes. Il ne pouvait pas couvrir tous les services. Et tout vient de la précarité à laquelle est soumise donc les différentes entités. Et cela mène à une instabilité du service et qui provoque que ce n'est pas un service digne pour les usagers, qui en fin de compte, c'est la société. Donc, dans les 3 communautés autonomes à Navarra, qui font partie de l'État espagnol, mais nous avons les services donc de santé. Pour les services d'éducation, on a la même chose. Nous avons l'école publique où est-ce que le tout est gratuit. Bon, gratuit, on s'entend. Ce qui est gratuité de ce droit, on a droit à l'éducation. Nos droits et constitutions le disent, mais nous avons le même problème, c'est que l'investissement public dans les écoles publiques est chaque fois moindre. Chaque fois, il y a plus d'enfants. Et nous avons donc comme 2 systèmes. Le système public, le système subventionné et le système privé. Donc, celui qui veut payer peut payer, va au système français, allemand, etc. Et ensuite, nous avons les écoles privées subventionnées, donc les familles payent moins. Et ensuite, nous avons les écoles publiques. Donc, chaque fois, il y a moins d'enfants parce que, bon, comme au Québec, en France, il y a à chaque fois moins d'enfants. Donc, on n'a pas besoin d'autant de salles de classe. Donc, il faudrait voir quel service il faut prioriser l'administration ou l'argent public. Alors, nous avons beaucoup de différences parce que on ne parie pas vraiment pour l'école publique, mais plutôt un système encore avec ces 3 axes. Ensuite, on peut parler évidemment de la sécurité, l'administration, mais ensuite les services, tout ce qui est ménage, entretien. Il y a plein de services qui ne sont pas publics. Donc oui, ils sont financés avec des fonds publics, mais ce sont des entreprises privées qui offrent les services. Donc, sous-traités à l'intérieur de l'administration publique. Mais moi, ce que je voulais surtout parler, qui va en lien avec la deuxième question, c'est donc que ces services, ils sont presque tous féminisés.
que ce soit en santé, en éducation. Y bien, bueno, pues el servicio sociosanitario. Et le service socio-sanitaire. Et dans ce service, pour que vous compreniez ce que c'est, on appelle le service socio-sanitaire le service qui donne des services donc aux citoyens par rapport aux soins lorsque nous devenons moins autonomes. Donc, ces services, surtout celui qui est en lien avec les personnes âgées, est complètement privatisé. Donc, disons, le système se base sur les résidences, donc où est-ce que ces personnes âgées passent les dernières années de leur vie parce qu'elles ne sont pas indépendantes, elles ont besoin d'aide pour pouvoir vivre. Il y a ensuite l'aide à domicile, donc c'est du personnel qui arrive chez l'usager pour les aider à cuisiner, à faire le ménage, etc. Et ensuite, nous avons le système qui n'est pas public, qui est en lien avec tout cela, mais qui est fait par des personnes qui sont presque toutes des personnes immigrantes et qui est en lien avec, donc, disons, des travailleurs à domicile, donc des employés en ménage. Et on voit aussi, bon, ce système d'esclavage, carrément, que c'est une personne qui vit avec la personne âgée pour s'occuper d'elle les 24 heures. Alors, si je peux vous donner certaines données. Donc, la communauté autonome, il y a 314 résidences qui sont payées financées avec des fonds publics et dont seulement 28 sont publiques. Donc, vraiment public, administré par un organisme public. Le reste, ce sont des entreprises privées, mais qui s'enrichissent d'une certaine façon avec les services aux personnes âgées. Et donc, nous avons ce système socio-sanitaire qui, pour nous, est très important. Et nous aurons tous besoin de recevoir des soins quand nous devenons âgés ou quand nous nous cassons une jambe. Alors, à ce niveau, depuis le syndicat et la Marche mondiale, nous travaillons sur les soins parce que nous avons besoin d'un système public de soins qui vraiment offre une alternative à la société qui en aura besoin de plus en plus. Donc, d'un côté, on voit ce système de soins qui doit être public, mais communautaire. Pourquoi communautaire? Parce que il est très important que la communauté assume certains des soins, de besoins dans les soins. On peut nous offrir des soins entre nous-mêmes et ensuite voir les services lorsqu'on en a besoin. Et ces personnes qui sont toutes femmes, qui travaillent dans ces espaces, elles ont une précarité très élevée. Imaginez-vous, leur travail, elles doivent faire plein de choses en très peu de temps. Donc, une personne qui va à donner des soins à domicile, elle a 1 heure pour faire le ménage, pour cuisiner parce qu'elle a seulement 1 heure. Ou une personne qui travaille dans une résidence, elle a 12 minutes pour lever, laver, donner le déjeuner et que la personne soit prête pour commencer sa journée. Donc, l'économie féministe depuis les syndicats et de la Marche mondiale, nous travaillons à définir et valoriser ce système public de soins. Ouais, Ya me tengo que callar, ¿no? je m'excuse. Je vais glisser. Vous étiez en train de l'expliquer. Alors, je pense, continuer avec vous pour continuer de nous parler de l'économie féministe
des luttes, des la segunda alternatives que vous parte. voulez développer. Une autre 10 minutes, puis ensuite, on continuera avec Christine. Alors, merci, c'est très, très intéressant, très pertinent. On y voit beaucoup de liens aussi avec ici au Québec, entre autres toute la question de la privatisation. Parfait. Alors, la parole est à vous. Vale. Bueno, entonces, con el tema de las resistencias feministas, Alors, concernant les résistances féministes, après la pandémie, en voyant tous les besoins qui ont surgi, surtout en termes de soins, et en voyant comment la pandémie a laissé très clair, c'est la précarité, en fait, de certains métiers qui sont là pour se tenir la vie. Et puis, bien sûr, l'économie féministe doit dire que le soin est au centre. Donc, avec la marche mondiale et le mouvement féministe, nous avons travaillé à voir comment valoriser ou comment nous poser toute la question du système public des soins et que nous, toutes les personnes, devons donner des soins. On doit recevoir des soins de façon digne et aussi les personnes qui donnent ces soins, qui aient des conditions de travail dignes et aussi donner des gens qui ne sont pas dans le soin, mais qui en aura le temps aussi de prendre des soins parce qu'avec tout la charge des journées de travail, il n'y a pas beaucoup de temps. Tu cours à droite, à gauche, tu n'as pas le choix. Alors, avec cette situation, nous avons et on a eu des journées de réflexion et puis on se disait, on s'est posé la question de quoi nous avons besoin. Alors, on a commencé donc aussi à s'organiser. Après de nous organiser en différents espaces de débat pour pouvoir définir de ce qu'est le droit collectif aux soins. Qu'est-ce qu'on voulait dire par cela et comment ça peut se traduire dans un système public. Alors, nous avons commencé à étudier les revendications. Premièrement, pour reconnaître le droit garanti des soins, pour finir avec la précarité des soins, de développer le système public et les soins au domicile, et puis en fait élargir tous les permissions de soins et puis réduire les journées de travail sans réduire les salaires pour pouvoir aussi offrir des soins, interpeller les hommes aussi pour qu'ils participent. Et nous avons commencé à travailler toutes ces questions. On a commencé à avoir le besoin de sortir dans les rues parce que, en fait, les soins sont l'un des piliers des soins publics pour pouvoir avancer dans un système qui puisse véritablement donner une réponse aux besoins de la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, nous avons parlé également des conditions dignes, que ce soit pour les travailleurs et travailleuses et pour ceux qui reçoivent de soins. Alors, on a commencé à nous organiser et on a organisé une grève féministe générale pour le 30 novembre. Et là, nous allons essayer d'arrêter la production. Oh, ça ne va pas pouvoir le faire totalement, mais quand tu fais un appel à une grève féministe générale pour un système public des soins dans lequel on va mettre au cœur les soins des soins. Alors, on a un peu de difficultés, mais la mobilisation se commence à se faire, et puis ça va être une très grande mobilisation. Et on a réussi que le débat politique se soit axé sur les soins dans les différentes administrations pour les personnes qui sont au pouvoir et pour les personnes qui sont en opposition. Et puis, il y a toute une série de demandes et de revendications. Et le prochain pas, puis la marche y participe de façon très forte. On est en train de travailler autour d'un accord qu'on va présenter publiquement pour parler de quel type de système public dont on a besoin. Alors là, au niveau de l'économie féministe, elle serait axée sur le soin. On est à la porte d'une grève générale féministe c'est la première fois dans l'histoire. En 2018 et 2018, on a fait en fait
une grève des femmes, mais là, on fait un appel à toute la société. Et, et, et puis, tout le monde va devoir faire partie de cette vague populaire parce que c'est pas seulement les femmes qui sont au cœur des soins. Alors, parce que pour le moment, le système de santé ne répond du tout aux besoins. En tant que syndicalistes, nous sommes très préoccupés par ces secteurs qui sont très féminisés et que la situation des femmes, ça n'a pas, ça a changé. On continue avec un double journée, on continue à donner des soins, on continue. En fait, dans l'Union européenne, on nous dit que la différence ou l'écart salarial continue à être à 30%. Alors, la situation est très compliquée parce que il faut donner des pas en avant, de sortir dans la rue. Et ce qui est très important, c'est d'axer le débat de, des besoins des personnes. Et puis c'est ça, ce qu'est l'économie féministe. Euh, Parce qu'en fait, si on parle du PIB, on changerait toute la donne si on fait cette concentration sur les soins. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est très, très intéressant. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de préoccupations, de commentaires concernant votre grève féministe du 30 novembre. Alors, on va vouloir en savoir plus. Il y aura sûrement des questions. Maintenant, je cède la parole à Christine, qui va aussi nous parler des résistances, de l'économie féministe, comment les femmes s'organisent, etc. La parole est à vous. Oui, merci. Mais quand je viens d'écouter ce qui se passe au Pays Basque, je me dis que ça fait envie parce que en France c'est pas aussi mobilisé. Donc bon, il y a alors bon, comment les organisations féministes s'organisent. Donc sur la défense des services publics, les féministes élèvent la voix de temps en temps, hein, mais c'est quand même surtout le 8 mars, le 28 septembre, le 25 novembre qu'on nous voit. Et le reste de l'année, on nous voit un peu moins, on est peu audible. Alors pourtant, il y a des conférences, il y a parfois des luttes convergentes, il y a des soutiens à des luttes de travailleuses du public ou du privé, mais notre impact n'est pas toujours élevé. On a quand même eu dans le mouvement des retraites, contre la réforme des retraites, mais bon, on a perdu hein, en France une place importante avec un travail qui avait été fait en amont d'analyse des deux dernières réformes des retraites. La première, elle avait sauté avec le Covid, et la deuxième, d'un point de vue féministe, bon, je pense que là, Attaque avait joué un rôle important dans cette analyse d'ailleurs. Ça a donné donc d'un côté une bonne légitimité à se battre contre cette réforme des retraites dont au départ le gouvernement nous disait qu'elle était les femmes allaient y gagner, les grandes gagnantes, ça a fait rire beaucoup. C'était les grandes perdantes. Donc, et il y a eu le combat des Rosies. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des danses des Rosies, non? Donc, bon, c'était une manière de visibilité avec des danses et des mimiques et des paroles de chansons très, très explicites, tout ce qu'on pensait sur le plan des conséquences pour les femmes de la réforme des retraites et des conséquences pour tout le monde aussi. Mais bon, voilà, il y a quelques séquences comme ça, mais sinon, je sais pas, les féministes sont quand même assez divisées aussi en France. Bon, il y a quand même dans le clan où je me situe moi, bon, il y a le collectif national droits des femmes et ses déclinaisons locales, et puis il y a la marche mondiale des femmes, bien sûr, surtout tous les 5 ans lorsque les associations se retrouvent pour l'action internationale, hein. Et il y a également au sein des syndicats, bon, une lutte féministe pour l'égalité qui a connu des avancées à l'intérieur même des syndicats,
avec un exemple d'organisation réussie, ce sont les journées de formation intersyndicale femmes entre 3 syndicats importants, la CGT, qui est le principal syndicat en France, la FSU, qui est syndicat de la fonction publique, et le syndicat solidaire, qui est plutôt bien très à gauche et qui est plus récent. Et ces 3 syndicats, depuis 1997, ça fait donc plus de 25 ans, mènent 3 journées de formation syndicale ensemble. Ils les préparent ensemble. Et les femmes, les syndicalistes femmes peuvent ainsi reprendre de l'énergie, avoir des temps pour préparer de l'action, des temps de réflexion, avec des nombreux thèmes qui y sont abordés. Le langage, le sport, la violence, c'est pas que des thèmes syndicaux. Il y a toujours une demi-journée réservée au syndicalisme actif. Et il y a aussi la donnée être plus forte ensemble pour faire changer les choses à la fois au travail et dans nos organisations syndicales respectives. Donc ces journées-là, c'est un exemple d'union qui contribue au féminisme. Et il y a ça a contribué également à intégrer des revendications féministes dans les revendications syndicales et à montrer que les inégalités femmes-hommes existent dans tous les secteurs. On peut dire aussi, dans des syndicats complètement différents, comme à la Confédération paysanne, un syndicat agricole qui rassemble plutôt les petits agriculteurs, pas les gros céréaliers, qu'il y a aussi des regroupements de femmes avec la prise en compte aussi de quelques revendications féministes par ce syndicat. Et dernièrement, dans les façons de militer, une BD qui est sortie, qui s'appelle Il est où le patron, de Maud Bénézit et des paysannes en polaire, un vêtement pas très féminin, soi-disant. Et c'est sur le machisme subi dans le milieu rural et paysan français. Voilà, donc il y a comme ça des unions et des exemples. Ça fait quand même partie, la paysannerie aussi, de l'économie féministe, la fabrication des aliments. C'est tout à fait important que les femmes y prennent toute leur place, de la terre à l'assiette, comme on dit souvent. Sur le plan de la grève féministe, tous les 8 mars, on pense faire une grève féministe, sauf que, de mon point de vue, en tout cas, ça n'a pas eu pour le moment le succès escompté en France, et que, oui, il y a des appels à la grève, des 3 mêmes syndicats d'ailleurs, et il y a même parfois d'autres syndicats qui s'y rajoutent, mais elle n'est pas suivie, quoi. Il n'y a pas une masse de femmes, et on n'a jamais réussi à faire prendre la sauce en France, même si on en rêve. Il y a aussi des milieux, comme les universités d'été, où on fait des ateliers féministes, et où on rêve beaucoup de grèves féministes, et puis on discute beaucoup aussi du care, de l'économie féministe, et c'est important de le faire. Alors, quelles sont les alternatives proposées? Ah oui, j'ai oublié aussi le monde de la culture, où des femmes font apparaître leurs aspirations avec, il y a des chorales féministes, des festivals du cinéma dans plusieurs villes, pas forcément féministes. Dans la mienne, à Marseille, il y en a, par exemple. Quelles sont les alternatives proposées? Donc, deuxième partie. Du côté institutionnel, pour la revalorisation des métiers du soin et du travail reproductif, tout ce que décrivait ma collègue du Pays Basque, ça évolue assez peu. Il y a eu quelques avancées, mais très petites dans l'après-Covid, et pas toujours sous forme de salaire en plus, sous forme de primes parfois. Le fait d'examiner les budgets, les projets, les métiers, la technicité des métiers avec des lunettes de genre pour essayer de faire des échelles de salaire qui soient identiques côté homme et côté femme, parce que c'est aussi des techniciennes, les femmes, dans les domaines où où elles travaillent. Ça progresse un petit peu, légèrement, mais c'est extrêmement lent, et la période Covid a fait reculer sur les avancées qui avaient été obtenues précédemment.
Il y a aussi, bon, dans ces lunettes de genre, d'autres initiatives comme des femmes qui reprennent, des femmes des villes qui reprennent en compte l'économie de leur quartier, la manière d'organiser leur quartier et d'organiser leur vie. Attaque Marseille avait été à l'initiative de la première marche exploratoire à Marseille avec un groupe de femmes qui s'appelait Passerelle dans un centre social d'un quartier populaire en 2016. Bon, depuis, d'autres ont eu lieu, hein, d'autres avec d'autres associations. Et cette idée de ne pas voir la ville en un seul genre, qui était le titre de la conférence qu'on avait fait, a fait quand même un petit peu son chemin, mais c'est très lent, très partiel et ça n'aboutit pas à changer les villes. Et puis, il y a des expériences passionnantes aussi qui durent, des coopératives agricoles de femmes. Il y a des maisons de retraite aussi, comme la maison des Baba Yaga. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Thérèse Claire. C'est une maison de retraite autogérée de femmes de plus de 60 ans, donc avec alors, que des femmes, bon, parce elles ont dit, mais les hommes de 80 ans, ils sont irrécupérables, donc on ne va pas pouvoir leur apprendre à partager les tâches, il faut le faire avec les plus jeunes, mais donc c'est cette maison des Baba Yaga, bon, elle existe toujours. Finalement, ce sont 21 logements seulement, mais il y avait un rêve, c'est de l'étendre sur tout le territoire, hein, occupé par des femmes qui répondent aux critères d'âge. Et il y a aussi 4 logements en même temps pour des jeunes de moins de 30 ans, des logements pas chers, et puis un échange de bons procédés, en fait, intergénérationnel. Et ben voilà, bon, Thérèse Claire, depuis, elle nous a quittés. Elle a réussi à la créer après des années et des années, en 2017. Mais bon, cette maison de retraite, elle dure toujours. Et c'est un projet à reproduire si on en a envie, parce que c'est coopératif, quoi. Bon, il y a, je ne sais pas si je suis trop longue là. Non, ça va encore? Il reste peut-être une petite minute. Une petite minute, ou là-haut. Donc, je voulais dire qu'il arrive, enfin, sur les services publics, la défense des services publics, elle est souvent seulement assurée par les salariés des services publics au travers des luttes syndicales et des salariés qui défendent leur outil de travail et leur poste. Mais quand c'est, par exemple, sur un hôpital, une maternité, un centre d'IVG, une école, une fermeture de classe, et que tout le monde s'y met, notamment les féministes, ça aboutit. La lutte peut devenir victorieuse. Je voulais reparler aussi d'une grève comme ça de caissiers et surtout caissières dans un carrefour de Marseille, hein, dans un quartier populaire, où elles se battaient aussi pour de la reconnaissance sociale parce qu'elles étaient même parfois insultées par les clients, elles subissaient de la violence verbale. Et l'écho que ça a fait, que des mouvements féministes les soutiennent, ça a été primordial pour elles et pour gagner cette lutte. Et le dernier, enfin, il y a encore 2 points, c'est l'accueil humain pour les personnes étrangères. Je pense que ça doit faire partie de l'économie féministe, avec la demande de régularisation pour permettre à toutes les personnes étrangères, bon, hommes et femmes, mais les femmes notamment, c'est leur permettre de travailler en étant déclarées, en étant visibles et en effectuant un travail d'une valeur certaine. Les grèves de femmes étrangères, il y en a eu des mémorables à Marseille il y a peu, hein, des femmes de ménage dans des hôtels. Elles ont toutes gagné. Il y en a eu à Paris aussi. Et il y a eu aussi quelquefois 4 salariés, une onglerie. Bon, c'est tout petit. Elles ont fini par gagner sur leur régularisation aussi. Donc, à chaque fois, quand il y a un appui de syndicats, d'associations féministes, en plus d'une lutte. Et puis, Il faut conclure. voilà, c'est qu'on dispose en France de la loi sur la responsabilité des multinationales, la loi sur le devoir de vigilance. C'est une loi de mars 2017, elle est assez peu appliquée. Je pense quand même que la Marche mondiale contribue à ce qu'elle le soit un peu plus. Et je pense que ça fait aussi partie de l'économie féministe que de reprocher aux grandes multinationales de ne pas
respecter ce devoir de vigilance à l'extérieur. Voilà, donc c'est important que les associations féministes, bon, il y a Yves Rocher en Turquie, il y a des procès contre Total, mais il y en a peu finalement, elle n'est pas assez utilisée et il faudrait l'utiliser plus. Voilà. Merci beaucoup. Alors là, maintenant, la parole est à nous toutes. Il suffit simplement de lever votre main et Nadia va, en respectant le tour de parole, je dirais, va vous donner la parole. Alors, voilà. Qui est la première personne? Nadia, je te vois pas. Et puis là, Nadia, Il n'y a pas encore de main. il n'y a pas encore de main. Moi, j'avais vu Emilia tantôt. Je ne sais pas si j'avais mal vu. Bon, ben, je peux casser la glace, tiens. Moi, je vais casser la glace en parlant de, en posant la question sur, particulièrement la question de la grève, comme je l'ai indiqué tantôt, la grève féministe du 30 novembre, pardon, au Pays Basque. Peut-être de nous parler un peu plus comment vous arrivez à organiser cette grève, ce mouvement, par le mouvement des femmes, mais aussi, j'imagine, plus largement. Voilà la question. Hola. Bueno, el movimiento feminista. Le mouvement féministe, le mouvement autonome féministe a fait un appel à différentes assemblées où il y a des femmes féministes de différents mouvements. Et ces assemblées se font partout sur le territoire et ressort de là le besoin d'avoir un point de flexion. Et alors on travaille avec les différents pôles. Et c'est de là que sort l'idée de la grève féministe générale. On parle avec les syndicats après et le syndicat dit allez de l'avant, allez de l'avant. Alors, c'est ce qu'on a fait. Et comment est-ce qu'on s'est organisé? C'est l'Assemblée féministe, celle qui décide, qui organise, qui donne le contenu de ces grèves. Et puis après, il y a des comités de grève mixtes où participent des agentes sociales avec la participation d'hommes aussi dans différents villages. Et puis, le leadership, ça revient aux femmes et qui présentent le contenu. C'est le mouvement féministe, mais on travaille ensemble avec d'autres. Ça ne va pas être une grève générale comme d'autres qu'on a connues. Mais nous pensons qu'on a réussi, que le débat soit au centre des usines, de tous les milieux de travail, des usines où il y a 3000 personnes, disons. 90% sont des hommes. Et il faut parler de cela, parler des soins, même là, et comment c'est nécessaire. Et en fait, on a réussi à avoir de tous les métiers et puis de voir des femmes qui ne sortaient jamais dans la rue. Mais il y a des personnes qui travaillent dans les soins, comme de partout. Il y a des services minimes. Et puis, il y a plus de travail. Il y a plus de gens qui travaillent dans ces soins qu'on appelle nos minimes. Donc, on essaye qu'en fait, qu'ils peuvent même, s'ils ne peuvent pas sortir dans la rue, qu'elles sortent juste en fenêtre et puis qu'elles agitent des. Il y a beaucoup de femmes, nous savons, qui ne peuvent pas faire la grève parce qu'ils n'ont pas de contrat. Donc, pour pouvoir faire la grève, alors on demande de participer autrement. Alors, c'est un jour de mobilisation grève et on a réussi que les administrations sont un peu nerveuses de voir et inquiètes de voir que ce soit les féministes qui veulent établir l'agenda politique. Donc, ça les inquiète. Et comment est-ce qu'on le fait? Avec beaucoup, beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Nadia? Il y avait Marie-Hélène tout à l'heure, mais là, elle a baissé. Alors, j'imagine, Marie-Hélène, oui. Ben, c'était juste pour dire que c'était la même question que Marie-France, donc j'ai pas répété.
Mais j'ai beaucoup de choses à commenter, mais je n'ai pas de questions pour le moment. Alors, peut-être qu'on peut prendre de toute façon, de façon mêlée, questions, commentaires. Je vois le doigt levé d'Emilia. Alors, Emilia, vas-y. Je ne trouvais pas Et les mains. je trouvais pas la main. Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant, vraiment. Des fois, on pense qu'on connaît tout, qu'on sait tout, parce qu'on lit beaucoup, mais il y a beaucoup d'informations que vous nous avez données, là, qui, pour moi, vient compléter plus un tableau de résistance, dans le fond, qu'on fait un peu partout dans le monde. Dans ces cas-là, c'est ces coins de l'Europe, puis c'est la France, puis c'est les Pays basques espagnols. J'ai tout noté, je vais faire plein de notes, mais ce qui m'amène peut-être, et je m'avance, mais on le gardera peut-être en tête, en mémoire, c'est les dernières interventions que vous avez faites, la nécessité de se mobiliser en tant que mouvement de femmes, qu'on soit travailleuses syndiquées ou pas, parce qu'il y a beaucoup de travailleuses qui travaillent, mais qui ne sont pas syndiquées, mais aussi, comme il y a ici au Québec, les mouvements autonomes de femmes, des groupes de femmes qui sont là, qu'on puisse faire une grande unité. Puis c'est intéressant parce qu'ici, nous sommes toutes à l'intérieur de la coordination du Québec, de la Marche mondiale des femmes. Donc, à mon avis, ça, en tout cas, je vais cogiter ça, puis on va faire sûrement des discussions. C'est quelque chose à penser, peut-être nous, pour le mois de mars, le 8 mars, tenant compte de la situation actuelle aussi au Québec, parce que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il y en a eu la semaine passée aussi, mais à partir d'aujourd'hui, il y a un vaste mouvement dans le secteur public. Les gens sont en grève, les travailleurs sont en grève. Il y a beaucoup dans ces organisations syndicales, c'est des femmes qui assument le leadership et beaucoup de membres femmes. Alors, nous avons aussi, comme mouvement autonome des femmes, une responsabilité à créer des ponts et s'appuyer les unes et les autres. On le sait, on le fait, mais cette fois-ci, c'est comme, ça y est, là, il faut aller dans le terrain. Et on le fait parce qu'on est des parents, on est des grands-parents, nos enfants vont à l'école et tout ça, on est en contact quotidien, mais de façon beaucoup plus structurée et organisée, en tout cas. Et je retiens des choses pour proposer peut-être à notre assemblée pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les prochains 8 mars encore avec cette situation-là et peut-être que même avant, parce que je ne pense pas qu'avec la grève qui est en train de se vivre à partir d'aujourd'hui au Québec, ça va être très facile. Mais quand on sait que la majorité des gens qui travaillent, ce sont des femmes, mais sans comme féministes, nous avons une responsabilité là, importante à soutenir, pas seulement avec des mots, mais aussi en présence, de façon très, très concrète. Merci. Oui, autre intervenante ou question ou commentaire? Nadia? Il n'y a pas d'autres mains Moi, j'ai annoncées. vu Audrey. Audrey Oui, puis Gosselin. elle l'a enlevé. Je pense que les personnes la maintiennent peut-être pas. J'ai l'impression qu'elles veulent intervenir. On va voir. Audrey, c'est à toi. Oui, bonjour. Oui, c'est ça, j'hésitais, j'ai baissé ma main, mais je peux parler. Ben, merci beaucoup. En fait, c'est très intéressant de voir, en fait, c'est presque choquant là, de voir à quel point les stratégies que les États, les gouvernements utilisent sont tellement similaires, là. Moi, une des choses qui m'est venue en tête, c'est aussi quand on pense aux services publics, c'est très important. Je pense que le cœur d'une économie féministe doit être les services aux personnes, l'éducation, la santé. Mais il y a aussi d'autres services, puis j'ai l'impression peut-être, en tout cas, moi, je vais parler pour moi dans mon discours féministe, on y pense moins. T'sais. Au Québec, en tout cas, l'électricité est un service public. Le transport devrait en être un, là, il l'est plus ou moins. L'urbanisme, puis tout ça sont des champs que je trouve importants si on veut avoir une vision écoféministe, puis penser à un monde féministe, une économie féministe qui va nous amener vers une lutte vers les changements climatiques, vers un monde beaucoup plus respectueux de l'environnement et des humains. Donc, c'est ça, je suis intéressée aussi d'entendre peut-être les intervenantes si ça se parle dans les milieux féministes, cet aspect-là de service public qui toucherait moins santé, éducation, mais plus peut-être d'autres services publics qui devraient l'être. Voilà, c'est là que j'en étais dans ma tête. Merci. C'est fort pertinent ton intervention. Ensuite, Nadia. Marie-Hélène. Oui, ben, je trouve que
ça rejoint ce que Audrey est en train de nommer également là, comme commentaire. Tu sais, j'ai aimé les deux interventions. J'ai également été choquée d'entendre autant de similarités, puis de ne pas comprendre même pourquoi qu'on ne voit pas que ça ne marche pas. Puis qu'on fait les mêmes erreurs, en tout cas. Mais j'ai aussi vraiment beaucoup apprécié, c'est là-dessus que je voulais aller, tu sais, quand on parle d'économie féministe, justement, tu sais, de dire que le cœur d'une économie, ça ne devrait pas être le PIB, mais les besoins des gens, tu sais, puis on dirait on l'a oublié. Puis c'est ça, l'alternative également de la Marche mondiale des femmes, quand on parle d'économie féministe, puis on va vouloir l'approfondir avec vous là, dans les prochains mois, années, mais le cœur, c'est toute la question justement de prendre soin de ce qui est vivant. Puis j'ai aimé tantôt, je crois que c'est Christine qui parlait de différents domaines, puis elle a parlé justement de transport. Puis à un moment donné, je ne sais plus si c'est moi qui ai pensé à c'est que ça m'a fait penser à ou ça a été nommé tel quel, mais tu sais, toute la question de la culture également. Tu sais, répondre à des besoins, c'est pas seulement quand on est des petits bébés ou quand on est mourant, on a constamment besoin de soins. Puis les soins, c'est beaucoup plus large que de penser une plaie. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant de rentrer également, tu sais, tout ce qui est culturel, tout ce qui fait qu'on est bien, qui nous permet de bien vivre, justement. Bref, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Non. Alors, ben, je vais peut-être Non, ben, il y a Marie-André qui a écrit dans le chat excuse. qu'il y avait une coalition féministe qui est initiée par le F3S-CSM pour contrer le PL15 qui va être dévoilé la semaine prochaine. Parfait. Une autre réponse concrète et positive, c'est fort intéressant. Et d'ailleurs, il y avait, il y a très, très longtemps au Québec, une coalition féministe justement sur la santé. Alors, c'est intéressant de faire renaître ces mouvements collectifs et communautaires et syndicaux pour la défense justement des droits des populations, particulièrement des femmes. Moi, je voulais juste peut-être revenir sur quand on dit que la Marche mondiale des femmes veut construire un autre monde, un monde différent, un monde qui répond aux besoins des populations, et particulièrement des femmes, et surtout faire face à des systèmes qui semblent immuables. Hein, le capitalisme, le patriarcat et j'en passe. Alors moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est déjà de dire qu'il y a moyen, ne serait-ce que petit peu par petit peu, d'arriver avec des alternatives. Et parfois, il nous semble qu'elles sont trop loin de nous. Je prends simplement l'exemple de la question de la privatisation des services de santé, des services sociaux et l'éducation. Dans les deux cas, hein, en France, au Pays basque, je dirais qu'au Québec, c'est une ligne qui est centrale, qui est grugée petit à petit, d'année après année, à la fois la qualité des services, mais aussi à la fois l'accès à des services, tout en diminuant les conditions de travail, particulièrement des travailleuses et des travailleurs. Et sur un certain nombre d'années, on finit par voir les résultats et par voir qu'une dégradation importante et surtout que ça joue sur la qualité de vie des populations entières et comme on disait tantôt, pas seulement des femmes, mais particulièrement des femmes qui sont au cœur de cela. Hein? Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement d'entendre les alternatives et quand on parle de grève féministe, au Québec, on a souvent dit la grève féministe, c'est compliqué parce qu'il y a un code du travail et comment on pourrait arriver à faire une grève en faisant en sorte qu'il y a des personnes qui vont perdre du salaire et d'autres ne vont pas en perdre. Alors, dans ce sens-là, je ne sais pas si particulièrement Isaskun, qui va vivre bientôt la journée de la grève féministe, comment vous arrivez à convaincre les syndicats de la pertinence ou de la nécessité de cette grève. Et moi, je suis aussi une syndicaliste et j'ai eu les mêmes difficultés à arriver à comprendre et peut-être à mettre de l'avant cette revendication-là. Comment vous arrivez à convaincre qu'avec une grève féministe, ça va être important pour les syndicalistes et les syndicats d'y aller? Tantôt, vous avez dit, les syndicats vous ont dit, allez-y, faites-le. Alors, j'aimerais bien entendre comment vous y êtes pris. Bueno, la huelga feminista. Bon, la grève féminine, c'est une grève féministe générale. Donc, nous faisons appel à toute la société à ce moment-là. Donc, les syndicats assument
Cet appel. Et par exemple, donc, mon syndicat, nous avons dans tous les secteurs féminisés, pour le dire ainsi, qui travaillent dans le secteur des soins, mais on inclut là les gens de l'entretien et toutes les personnes du commerce, tous les secteurs qui sont dans des conditions très précaires et surtout qui sont en pied de guerre, ce qui veut dire qu'ils sont en train de lutter en ce moment pour améliorer leurs conditions de travail. C'est-à-dire que les femmes de la résidence qui étaient en grève, les différents syndicats, les femmes qui travaillent avec des personnes qui ont des besoins particuliers. Donc, cette situation de précarité est telle dans ces secteurs qu'en tant que syndicat, si on veut vraiment, les syndicats ont aussi changé. Ce n'est pas l'industrie, ce n'est plus seulement l'industrie, du moins ici. Et ces femmes aussi ont une place dans nos syndicats. Donc, nous avons dit aux femmes qui sont maintenant environ 40% de nos membres et on leur dit, bon, on va en grève, on décide, puis ensuite on passe à l'étage plus haut, mais nous avons convaincu avec toute honnêteté parce que les secteurs sont tous touchés, parce que je pense qu'on est comme ça dans le Pays-Bas. Nous entrons dans ce genre de problème. Bon, c'était plus une blague, cette dernière phrase, mais c'est vrai qu'il y a des syndicats qui n'ont pas entré. Donc, ce sont des syndicats qui ont une représentation d'État parce que les syndicats que nous allons participer, donc nous sommes basques, nous avons une représentation ici au Pays basque. Donc, on appelle à cette mobilisation, mais ces gens des autres syndicats n'iront même pas aux mobilisations. Bien, est-ce que j'ai vu qu'il y a eu une question sur la question du projet de loi 15 de la part de Christine? Alors, en très peu de mots, c'est une autre réforme de l'ensemble de la structure de l'administration du réseau de la santé et des services sociaux qui veut, entre autres, beaucoup centraliser les pouvoirs auprès d'une nouvelle agence, je dirais, qui semblerait vouloir mieux coordonner les choses et pour beaucoup, et pas seulement des syndicats, mais pour beaucoup d'intervenantes et d'intervenants du réseau de la santé, ça ne va pas répondre aux besoins, ça ne va pas régler les problèmes, à part une plus grande centralisation du pouvoir décisionnel et d'éloigner encore plus, je dirais, les préoccupations de la population et des femmes concernant les soins de santé et des services sociaux. Alors, c'était simplement une réponse très rapide. Si d'autres peuvent ajouter, ne vous gênez pas. Et est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions que vous voulez, sur lesquelles vous voulez intervenir? J'ai personne en vue, mais vous pouvez toujours, je vous invite à profiter de ce moment de discussion. Oui. Marie-Hélène. Oui, mais en fait, c'est plus une prise de parole pour redonner la parole. Mais en fait, justement, tu sais, je trouve, on l'a dit d'entrée de jeu, là, mais aujourd'hui, belle coïncidence, mais il y a un mouvement de grève super important qui est démarré, puis justement dans des secteurs de services publics. Puis, on l'a un peu nommé, mais dans le fond, je nous inviterais tout le monde là, qui sont là présentement, justement, à essayer de voir les liens entre ce que les participantes ont nommé, nos invités, France et Pays Basque, justement, pour voir les liens entre ce qui se joue actuellement puis ce qui se passe ailleurs. Puis justement, dans cet esprit-là de solidarité internationale, on le voit, si on est un mouvement de la Marche mondiale des femmes, c'est qu'il y a des causes qui sont communes, puis il y a des oppressions qui sont communes, puis c'est comme ça, justement, qu'on s'allie pour lutter. Donc, c'est justement de continuer l'échange sur les liens qu'on a vus, qu'on a entendus, qui nous interpellent. Bref.
Alors, ben moi, je vais tenter de faire les liens. Ben, moi, je pense qu'on les faisait déjà. Et en parlant particulièrement de la préoccupation des populations et des femmes en termes de besoins et de droits d'avoir accès à des services de santé, des services d'éducation accessibles et de qualité. Un. Deux, toute la détérioration des conditions de travail et de vie des travailleuses et des travailleurs. On l'a entendu dans, par les deux intervenantes aussi. L'autre élément, c'est toute la question de la volonté de placer, je dirais, les règles capitalistes de profit, de productivité dans un cadre de santé et d'éducation. Comme si le fait d'éduquer de telle ou telle façon un enfant devrait être comptabilisé en termes d'argent plutôt que de tenir compte des besoins de cet enfant ou de cet adulte qui a besoin de formation pour effectivement s'épanouir dans la vie. Alors, dans ce sens-là, je pense que les liens, on les fait et les causes, je pense qu'on les partage aussi. C'est la société dans laquelle on vit qui n'a que les règles de l'argent, les bénéfices de la productivité. Et en passant, l'intervention d'Audrey, je la retiendrai aussi, dans le sens où il me semble que c'est important d'élargir aussi en termes de préoccupation sur la question de l'environnement, de l'accès à une qualité de vie en termes d'environnement. Et effectivement, la question au Québec actuellement, c'est bien une bataille sur la question de comment va se développer les projets d'électricité au Québec, pas n'importe comment, entre autres la question de la protection des terres agricoles, versus le fait que le gouvernement actuel peut faire ce qu'il veut comme il veut en donnant des milliards à des compagnies privées. Bref, tout ça pour dire que je pense que les liens sont là. Là où on a besoin de se renforcer, de se, je dirais, consolider, c'est vraiment sur nos façons de résister et comment partager ces expériences-là. Alors voilà, moi, je trouvais que c'était super important et intéressant de faire ces liens. Et là, je pense que j'ai vu Emilia qui voulait intervenir. À moins qu'il y en ait Oui, d'autres à dire. oui, c'est pour faire suite à ce que tu viens de dire, Marie-France, très intéressant les interventions, et la dernière que tu viens de faire. Quand tu utilises le terme résistance, je pense qu'on est rendu là, vraiment dans la situation actuelle, partout dans le monde, parce que c'est mondial ce qu'on vit, mais ici au Québec. Et le lien qui se fait aussi avec toute la question de la lutte commune pour l'environnement. Je pense que les maires fonds nous ont donné une bonne leçon d'organisation qui sont très présents. Puis hier ou avant-hier, il y a aussi des déclarations d'un groupe qui s'est formé, que c'est les maires, les parents au front, pour appuyer tous les travailleurs et travailleuses du secteur public, parce que tout est lié. Il n'y a pas une cause. Ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs causes. Il y a seulement une cause, puis c'est celle qu'il faut mener pour garder, pour améliorer même les services publics que nous avons. Alors, nous avons là une grande responsabilité. Ce qu'il nous reste à faire, je pense, comme coordination du Québec, c'est d'avancer plus dans notre réflexion qui va nous amener, bien sûr, à l'action, parce que la réflexion faut qu'elle nous amène à l'action. C'est toute la question de l'économie féministe. Comment on va l'incorporer dans nos analyses, comment on va la concrétiser dans nos moyens d'action. Mais je pense qu'on est bien parti et je trouve que les interventions de nos deux invités nous donnent vraiment un élan dans cette résistance qu'il faut mener ici comme ailleurs, dans le fond. Merci. Nadia? Il n'y a pas d'autres personnes en liste. Alors, ben, de toute façon, s'il n'y a pas d'autres commentaires, même si on est peut-être un petit 10 minutes à l'avance, je sais que c'est l'heure du dîner pour ici. Et pour l'Europe, bientôt la préparation du repas, j'imagine, ou c'est en cours. Alors, je voulais simplement, avant de conclure, vous rappeler le prochain webinaire qui aura lieu le 18 avril avec des militantes de l'Asie et de l'Océanie, qui a pour thème justement la justice environnementale. Et je pense qu'on va aussi là s'enrichir d'interventions et d'actions de résistance que mènent les femmes dans ces pays. Alors, je voulais remercier particulièrement Christine et Isaac Kuhn
vos interventions ont été vraiment pertinentes, c'est très enrichissant et je trouve que ça nous renforce comme mouvement féminisme international. Et la Marche mondiale des femmes au Québec est riche de beaucoup d'apports, mais c'est important que l'on puisse construire ensemble des alternatives et apprendre les unes des autres pour construire ensemble justement une société et un monde dans lequel on souhaite vivre et qui tienne compte effectivement des femmes, des populations, des besoins et des droits essentiels de tout le monde. Je conclurai en disant un petit mot. Je vais être hors d'ordre, mais je me mets moi-même hors d'ordre. J'ai une pensée particulière, je dirais, pour les femmes palestiniennes qui vivent actuellement un drame innommable. Et je voulais simplement souligner que c'est important d'être solidaire aussi avec elles. Alors, sur ce mot un peu ému de ce webinaire, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'on se retrouve la prochaine fois, le 18 avril. Merci beaucoup. Et merci. Excuse, j'ai fait la mention dans le chat, mais ce n'est pas le 18 avril le prochain, c'est le 21 février avant Souveraineté alimentaire. Donc, excusez, c'est mon erreur, c'est mon émotion. Alors donc, on se voit le 21 février 2024 cette fois-là. D'ici là, joyeuses fêtes, amusez-vous bien avant qu'on se revoie. Ciao, ciao.